Avant les gros titres, avant le scandale, avant que le monde ne décide ce qu'il devait penser d'elle, il y avait simplement Jeannette, une femme qui se déplaçait comme le rythme lui-même, dont le silence pesait plus lourd que les mots de la plupart des gens. Bien avant que quiconque ne la qualifie de controversée, elle façonnait déjà la pop de l'intérieur. Elle a transformé la chorégraphie en narration et fait des clips musicaux de véritables œuvres de cinéma. Pendant des années, elle a été la petite sœur de Michael, la discrète, la timide, l'autre Jackson, mais Jeannette ne courait pas après la célébrité. Elle construisait quelque chose de totalement différent. Un monde à elle, un son, un style et un message qui n'appartenaient pas à l'héritage Jackson. Il lui appartenait. À la fin des années 80, elle avait déjà accompli ce que personne n'attendait. Control n'était pas seulement le titre d'un album, c'était une déclaration. Chaque parole affrontait son passé. L'industrie, sa famille, les hommes qui pensaient pouvoir la définir. Quand j'avais 17 ans, je faisais ce que les gens me disaient, chantait-elle, mais c'était il y a longtemps. Avec ces mots, Jeannette réécrivait son propre récit. Elle n'était plus l'arrière-plan, elle était l'histoire. Le succès fut explosif. Control est devenu la voix d'une génération de femmes apprenant à se défendre. Ce n'était pas seulement de la pop, c'était l'indépendance mise en musique. La chorégraphie tranchante, les tenues minimalistes, le son qui mélangeait funk, New Jack Swing et soul, tout cela était du pur Jeannette. Et elle n'en avait pas fini. En 1989, elle a sorti Rhythm Nation 1814 et tout a changé. L'album n'était pas conçu pour divertir, il était conçu pour éduquer. Elle chantait l'injustice raciale, la pauvreté et l'unité, tout en offrant au monde certains des plus grands tubes dansants de la décennie. Le message était sérieux, mais la musique faisait bouger les corps. C'était révolutionnaire, une star de la pop utilisant sa plateforme non pas pour le fantasme, mais pour la prise de conscience. Le concept était audacieux, une nation fondée sur le rythme, l'égalité et l'espoir. Les visuels en noir et blanc, la chorégraphie militarisée, le ton puissant. Rhythm Nation n'était pas seulement un album, c'était un plan d'action pour un activisme par l'art. Personne dans la pop grand public n'avait jamais fusionné protestation et pop avec une telle perfection, et cela a fonctionné. La tournée s'est jouée à guichet fermé dans le monde entier. Les critiques l'ont qualifiée de transformatrice. Elle est devenue la première artiste à placer 7 titres dans le top 5 à partir d'un seul album. MTV diffusait ses clips en boucle. Elle n'était plus seulement la sœur de Michael, elle était Janet Jackson, sans une force mondiale. Lorsque The Velvet Rope est arrivé en 1997, elle avait encore évolué. L'album retirait l'armure et révélait ce qu'il y avait dessous. C'était intime, confessionnel, vulnérable. Elle parlait de solitude, de traumatisme, de sexualité et d'acceptation de soi, des sujets que l'industrie permettait rarement aux femmes, en particulier aux femmes noires, d'explorer publiquement. Des chansons comme Got Till It's Gone et Together Again montraient une femme sans peur de dire la vérité sur la douleur et la guérison. C'était une nouvelle forme de force, pas bruyante, pas défiant, mais humaine. Et par cette honnêteté, Jeannette a créé l'un des albums de R&B les plus émotionnellement bruts de son époque. À ce stade, son influence s'étendait sur plusieurs générations. On en voyait les traces partout, dans la précision scénique de Beyoncé, l'assurance de Rihanna, le contrôle sensuel de Britney et Pink. Même des artistes masculins, Usher, Chris Brown, Justin Timberlake, ont bâti leur présence scénique sur le modèle que Jeannette avait déjà écrit. Pourtant, malgré sa domination, quelque chose manquait dans la manière dont le monde la traitait. L'industrie respectait son succès, mais ne lui accordait pas la révérence qu'elle méritait. Elle avait tous les records, tout l'impact, mais pas le même piédestal. Les médias continuaient de la présenter à travers le prisme de son nom de famille, de son genre, de son mystère. Jeannette était puissante, élégante, mais profondément privée. Elle pouvait remplir des stades et disparaître le lendemain sans explication. Elle n'a jamais eu besoin du scandale pour vendre des disques, ni de l'attention pour prouver sa valeur. Cette distance la rendait intouchable. Mais dans une industrie qui se nourrit de visibilité, le mystère peut être dangereux et pour Jeannette, le prix de l'incompréhension approchait. Elle ne le savait pas encore, mais une nuit, une performance
allait tout changer. Car en février 2004, la femme qui chantait autrefois le contrôle allait voir le monde le lui arracher en un instant. 1er février 2004, Houston, Texas. Les lumières s'éteignent, la foule rugit et Janet Jackson monte sur la plus grande scène d'Amérique, le spectacle de la mi-temps du Super Bowl. Pour elle, cela devait être une célébration, un rappel de qui elle était, l'une des artistes les plus accomplies au monde, le genre d'interprète capable de captiver un public sans dire un mot. Elle avait déjà vécu cela, une scène gigantesque, des millions de téléspectateurs, une exécution parfaite. Elle savait comment dominer le chaos et le transformer en art. La performance de ce soir-là ne faisait pas exception. La liste de chansons était explosive, mêlant pop, rock et énergie hip-hop. P. Diddy, Nelly, Kid Rock. Puis vint le final, un duo avec Justin Timberlake. Le moment qui allait réécrire son histoire, la phrase se voulait légère, écrite, répétée, « Gonna have you naked by the end of this song ». Mais lorsque Justin a tendu la main vers la poitrine de Janet et a tiré sur son costume, le monde s'est figé. Pendant moins de 2 secondes, la diffusion a capté ce qui n'aurait jamais dû être vu. Un éclair de peau, un souffle collectif, puis le silence. Pendant un instant, personne ne comprenait ce qui venait de se passer. Certains pensaient que cela faisait partie de la chorégraphie, d'autres n'avaient même rien remarqué. Mais dans les régies de CBS et MTV, le chaos a éclaté. Les téléphones sonnaient, les producteurs criaient, les dirigeants paniquaient. Le spectacle s'est terminé, mais la tempête ne faisait que commencer. En quelques heures, les gros titres étaient partout. Capture d'écran, images figées, rediffusion incessante. Des responsables politiques ont condamné l'incident. Des associations de parents ont parlé d'indécence. La Federal Communications Commission a ouvert une enquête. Ce qui n'était qu'un incident vestimentaire de 2 secondes est devenu une crise morale nationale. Dans les coulisses, Janet était en larmes. Un technicien lui a passé une couverture autour des épaules pendant qu'elle tentait de comprendre ce qui venait de se produire. Ce n'était pas encore de la colère, c'était le choc, la honte. Elle avait passé toute sa carrière à maîtriser le contrôle et maintenant elle était définie par un moment qu'elle n'avait pas prévu. La vérité était simple, cela n'aurait pas dû se passer ainsi. Les éclairages ont dysfonctionné, le changement de caméra n'a pas eu lieu à temps. La chorégraphie est allée un temps trop loin, mais dès le lendemain matin, les faits n'avaient plus d'importance. Le public avait choisi son coupable, CBS a publié des communiqués la blâmant, MTV a parlé de wardrobe malfunction, la NFL s'est complètement désolidarisée et l'histoire a commencé à se tordre, passant de l'accident à l'accusation. Les amendes sont arrivées ensuite, $500 000 contre CBS et MTV, les plus élevés jamais infligés pour une diffusion en direct. Et bien que les chaînes aient été responsables de la production, tous les regards se sont tournés vers Janet. Justin Timberlake, pendant ce temps, a pris cela à la légère. Il en a plaisanté en interview, a balayé l'affaire avec charme. Il s'est produit aux Grammy Awards une semaine plus tard, a présenté des excuses vagues et reparti avec 2 récompenses. L'invitation de Janet à cette même cérémonie a été discrètement retirée. Elle a été mise sur liste noire chez Viacom, le groupe qui possédait MTV, VH1 et CBS. Ses clips ont disparu. Les radios ont cessé de diffuser ses chansons. Du jour au lendemain, la femme qui avait contribué à bâtir MTV a été effacée de ses ondes. Puis il y a eu les Moonves. Le patron de CBS, l'un des hommes les plus puissants des médias. En privé, il était furieux. Il ne croyait pas à l'accident. Il pensait que Janet avait humilié son réseau volontairement et il voulait se venger. Plusieurs sources internes ont ensuite affirmé qu'il en avait fait une affaire personnelle. Il aurait ordonné à Viacom de bannir son contenu sur toutes ses plateformes. Pas d'interview, pas de promotion, pas de diffusion. L'ordre était clair, la réduire au silence. Et comme Viacom contrôlait les plus grands réseaux de divertissement en Amérique, cela a fonctionné. Le timing ne pouvait pas être pire. Quelques semaines plus tard, Janet devait sortir son nouvel album, Damita Jo. Il aurait dû être un nouveau triomphe, confiant, sensuel, fidèle à son art. Mais le mal était fait. La télévision refusait de diffuser ses clips, les radios retiraient ses singles, les distributeurs hésitaient à stocker ses albums. Pour la première fois de sa carrière, elle était invisible. Malgré tout, ses fans ont répondu présents.
Damitajo s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires lors de sa première semaine, un chiffre qui aurait été considéré comme un succès pour n'importe qui d'autre. Mais les médias l'ont présenté comme un échec. Chaque article ne parlait que d'une chose, le Super Bowl, pas de la musique, de la honte. Pendant que la carrière de Justin Timberlake s'envolait, celle de Janet est devenue un dommage collatéral. Le contraste était brutal. 2 personnes sur une même scène, une erreur et une seule vie consumée. Pour certains, cela ressemblait à du sexisme. Pour d'autres, à du racisme. Pour beaucoup, c'était les deux. Une femme noire avait été transformée en bouc émissaire par une culture qui punit encore les femmes pour exister entre assurance et contrôle. Janet n'a pas riposté publiquement. Elle s'est retirée, a refusé les interviews, décliné les apparitions. Elle a choisi le silence, non parce qu'elle était vaincue, mais parce qu'elle comprenait ce que ses paroles deviendraient. Dans une industrie qui se nourrit de la controverse, son refus de jouer le jeu était en soi une rébellion, mais le silence a un prix. Au fil des mois, puis des années, le récit s'est figé. Janet Jackson, autrefois symbole d'émancipation, est devenue un avertissement. Elle avait été le rythme de l'Amérique, sa voix, sa grâce. Désormais, elle n'était plus qu'une punchline pour un scandale qui avait duré quelques secondes. Mais ce que personne n'avait compris, c'est qu'elle n'avait pas dit son dernier mot. La femme qui chantait le contrôle se préparait silencieusement à le reprendre. Pendant des années, Janet Jackson est restée silencieuse. Le monde parlait, spéculait, plaisantait et elle ne disait rien. Mais derrière ce silence, il n'y avait pas la défaite, il y avait une stratégie. Janet comprenait quelque chose de la célébrité que peu de gens apprennent. Parfois, l'acte le plus puissant est de disparaître jusqu'à ce que le bruit s'estompe. Quand elle a finalement choisi de parler, ce n'était pas avec colère, c'était avec grâce. En 2006, elle s'est entretenue avec Oprah Winfrey. Sa première et unique interview approfondie sur l'incident du Super Bowl. Le monde s'attendait à ce qu'elle attaque. Elle est restée calme, posée, réfléchie. Oprah lui a posé la question que tout le monde se posait. Était-ce planifié? Janet n'a pas hésité. Non, a-t-elle répondu simplement, c'était un accident. Elle a expliqué comment son entourage l'avait poussée à s'excuser immédiatement après, alors qu'elle ne pensait pas avoir fait quoi que ce soit de mal. De quoi suis-je censée m'excuser ? Se souvenait-elle avoir demandé. Pourquoi m'excuser pour un accident? Ces mots étaient calmes mais percutants parce que tout le monde connaissait la vérité. Elle avait été forcée d'endosser une faute qui n'était pas la sienne. Puis Oprah a posé la question la plus difficile. Avait-elle le sentiment que Justin Timberlake l'avait laissé tomber? Janet a marqué une pause puis a dit « Toute l'attention a été portée sur moi, pas sur Justin. Nous étions amis et ce n'est pas que nous ne le soyons plus. Nous n'avons simplement plus parlé. » C'était une réponse diplomate, mais sous-jacente se trouvait la douleur, celle de réaliser que la loyauté n'est pas toujours réciproque. Pendant que Justin Timberlake devenait l'une des plus grandes stars masculines de la pop, la carrière de Janet devait lutter pour exister. Elle n'était pas amère, elle reconstruisait lentement, discrètement, à ses conditions. Elle est revenue au cinéma apparaissant dans Why Did I Get Married de Tyler Perry et For Colored Girls. Ses performances ont rappelé au public l'artiste derrière le scandale, nuancée, disciplinée, humaine, et même si la radio ne la diffusait plus comme avant, ses fans ne l'ont jamais abandonnée. Ils continuaient de remplir les salles, d'acheter ses albums, de la défendre lorsque les médias tentaient de réécrire son histoire. Parce que la vérité était simple, ce que l'industrie a tenté d'effacer, le public s'en est souvenu. Il se souvenait de la femme qui leur avait donné contrôle, de la femme qui avait construit Rhythm Nation, de la femme qui avait redéfini la vulnérabilité avec The Velvet Rope. Quand la culture a finalement compris ce qui s'était réellement passé, le monde avait changé. Les conversations sur les doubles standards, la race et le genre avaient enfin lieu. Des documentaires ont revisité le scandale avec un regard neuf et le récit a commencé à évoluer. Les gens ont commencé à se demander pourquoi Janet a-t-elle été punie pour quelque chose qu'elle n'a pas fait tandis que d'autres en ont profité. Les réponses n'étaient pas simples mais elles étaient nécessaires. Lorsque Justin Timberlake a finalement abordé l'incident des années plus tard, il a admis ce que les fans avaient toujours su, qu'il n'avait pas fait assez pour la soutenir. Ses excuses sont arrivées près de 2 décennies trop tard, mais à ce moment-là, Janet n'en avait plus besoin. Elle avait déjà repris possession de son histoire. En 2015, elle est revenue à la musique avec Unbreakable, son premier album studio en 7 ans. Le titre disait tout. Ce disque ne parlait
parlait pas de revanche, il parlait d'endurance, de guérison, de survie après une chute qui aurait détruit n'importe qui d'autre. Il a débuté à la première place. 4 décennies après le début de sa carrière, elle battait encore des records. Mais plus que cela, elle rappelait au monde que la grâce peut être plus forte que la colère. Cette même année, elle a lancé l'Unbreakable World Tour. Ville après ville, les fans remplissèrent les salles non seulement pour entendre sa musique, mais pour assister à quelque chose de sacré, une femme qui avait subi l'humiliation publique, la censure et la trahison et qui montait toujours sur scène avec dignité. Quand elle dansait, il ne s'agissait pas de se prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de retrouver la joie. En 2019, le monde lui a enfin accordé ce qu'il lui devait depuis longtemps. Janet Jackson a été intronisée au Rock and Roll Hall of Fame. Sur scène, debout dans une robe noire scintillante, elle a remercié sa famille, ses fans et sa foi. Aucune colère. Aucun ressentiment, seulement de la gratitude. C'était un retour parfait à la source. La même femme mise sur liste noire pour un moment d'indécence était désormais honorée comme l'une des plus grandes artistes de sa génération. Justin s'est à nouveau excusé publiquement en 2021, reconnaissant que le système l'avait protégée tout en la détruisant. « J'ai bénéficié d'une culture qui tolère la misogynie et le racisme », a-t-il écrit. « Je sais que j'ai échoué. » Pour beaucoup, c'était trop tard, mais pour Janet, cela n'avait plus d'importance. Elle avait survécu au scandale, dépassé le système et éclipsé tous ceux qui doutaient d'elle. Puis est venue Janet Jackson, de Documentary en 2022, 4 heures d'honnêteté brute, de réflexion et de grâce. Pour la première fois, elle racontait son histoire à ses propres conditions. Elle parlait de son enfance, de son ascension, de sa douleur, de son silence et de sa survie. Et le monde a enfin écouté, non pas le bruit, mais la vérité. Les mêmes médias qui l'avaient condamnée la qualifiait désormais de pionnière, les mêmes chaînes qui l'avaient bannie diffusaient maintenant des hommages, les mêmes publics qui l'avaient jugée célébraient à présent sa résilience. Son histoire s'était transformée du scandale à l'écriture sacrée, car le parcours de Janet n'a jamais vraiment été une histoire de Super Bowl. Il a toujours été question de l'après, de la manière dont une femme peut tout perdre et revenir sans amertume, de la façon dont la grâce peut devenir une forme de rébellion. Aujourd'hui, son empreinte est partout. Chaque grande star de la pop, de Beyoncé à Rihanna, de Teyana Taylor à Normani, porte une part de son héritage. La chorégraphie précise, la fusion entre sensualité et force. Le message derrière la musique, c'est le plan Janet. Elle n'a pas seulement inspiré une génération, elle a construit la scène sur laquelle ils se produisent. Et c'est peut-être la plus grande ironie de toutes, le même monde qui a tenté de la faire taire a fini par parler son langage, parce que le véritable pouvoir ne vient pas de l'évitement de la chute, il vient du fait de se relever après. Janet Jackson a transformé la douleur en élégance, elle a transformé le silence en force, et elle a transformé la survie en héritage. Ils ont tenté de la définir par une seule erreur, elle a montré à quoi ressemble réellement la survie, et encore aujourd'hui, des décennies plus tard, le rythme qu'elle a imposé résonne toujours, stable, intact et indéniablement le sien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, surtout n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!